Bonjour, vous écoutez le podcast de New Deal of Work réalisé par Brightness, Châteauforme et Boma. Je reçois aujourd'hui Frédéric Toral. Alors, Frédéric Toral est le directeur des ressources humaines de BNP Paribas Personal Finance. Bonjour Frédéric. Bonjour Michel. Comment est-ce que la crise qu'on vient de vivre et dans laquelle nous sommes encore, malheureusement, a fait évoluer votre métier de directeur des ressources humaines? Question complexe et je pense qu'il faut rester très humble par rapport aux réponses qu'on peut apporter. J'ai néanmoins quelques convictions et puis aussi l'expérience de cette crise. Je citerai 3 points. D'abord, la crise n'a pas révélé beaucoup de choses. Elle a, en revanche, énormément accéléré l'ensemble des sujets, l'ensemble des projets, l'ensemble des actions que nous souhaitions mettre en place. Donc, je dirais d'abord que la crise m'a fait gagner 3 ans. 3 ans sur les convictions liées au leadership, 3 ans sur les approches de la culture d'entreprise, 3 ans aussi sur les évolutions d'organisation du travail que nous commencions à mettre en place. Donc, c'est un premier élément, l'accélération. Le deuxième élément, la capacité à gérer en vrai, parce qu'on en parlait beaucoup, l'agilité, la flexibilité et la capacité à gérer dans l'incertitude. Je fais bien la différence entre gérer dans l'incertitude et gérer l'incertitude. Je gère pas l'incertitude. Elle existe, point barre. Mais gérer dans l'incertitude, ça oblige effectivement à se remettre en cause beaucoup plus. Difficile dans les grandes organisations, difficile aussi dans les modèles qui sont les nôtres, parfois un peu lourds, parfois un peu bureaucratiques, mais je trouve que du coup, on a été obligé de faire confiance. On a été obligé de redonner la confiance, redonner l'autonomie, et ça, c'est vraiment un acquis exceptionnel qu'il faut absolument conserver, même si je sens quelques petites crispations et retours en arrière parfois. Et puis le troisième élément, c'est cette révolution du travail. On pourra plus travailler comme avant. Je sens bien, selon les équipes, les personnes, les générations, peut-être quelques craintes, peut-être beaucoup d'interrogations. Mais c'est ce que je disais précédemment. Vivre, accepter, gérer dans l'incertitude, c'est ce qu'on devra faire en permanence. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément dans des modèles qui nous ou des éducations ou des savoirs qui nous ont appris à le faire. Donc c'est aussi beaucoup de remises en question. Voilà principalement ce que je pourrais dire que ce que la crise a apporté, et tant d'autres choses aussi, mais il faut être rapide. Gérer dans l'incertitude et non pas l'incertitude demande de nouvelles qualités, en particulier aux managers. Quelles sont ces qualités que vous attendez, en particulier dans un grand groupe? Alors, la crise, que je disais tout à l'heure, m'a fait gagner 3 ans sur la réflexion sur notre nouveau mode de management et quelque part le leadership qu'on attend. Je prétends pas du tout que ce soit un modèle ou un exemple absolument parfait, mais nous avons travaillé de façon très concrète sur ce que la crise nous apportait. En plein milieu de la crise, on s'est dit, mais il faut qu'on repense notre culture, il faut qu'on repense notre modèle de management. Et nous l'avons fait autour de, on va dire, 3 fondamentaux et 4 comportements, en se disant, on l'a vécu, on voit que ça marche, il faut l'accélérer, il faut le diffuser et il faut pas perdre ce momentum pour l'avenir. Donc, nos 3 fondamentaux, on a illustré, exemplarité, solidarité, responsabilité. Exemplarité parce qu'en période de crise, il est essentiel que le management soit les personnes qui, même si on doute, mais ne montrent pas qu'elles doutent du choix, de la direction,
pour entraîner l'ensemble des équipes. Parce qu'on a vu vraiment des personnes surinquiètes, des personnes en stress absolu, des personnes aussi qui s'effondraient, très clairement. Et cette notion d'exemplarité, elle est vraiment au cœur si on veut s'en sortir tous ensemble. On n'est pas parfait, on a des doutes, mais on doit montrer qu'on a cette capacité à accompagner, entraîner, etc. Le deuxième, c'est la solidarité. Dans ce moment de crise, sans solidarité, on serait mort. En tout cas, vu l'impact qu'a eu la crise sur notre business, dans le crédit conso, très clairement, ça a été essentiel. La solidarité de l'actionnaire, la solidarité du management, la solidarité entre nous. Et le troisième élément, c'est la responsabilité. Dans ces moments-là, on n'a pas le choix. Moi, je dois dire que je fonctionne beaucoup à l'adrénaline. Et l'adrénaline, elle me dictait quelque part certains comportements. C'est un peu chimique. Je veux pas dire que j'ai adoré ce moment-là. Ce serait pas vrai. Mais en revanche, ce que j'ai adoré, c'est la façon dont ça me boostait dans la prise de responsabilité, la prise de décision, la rapidité. Il faut le faire. On a fait des erreurs, mais il faut les accepter et accepter cette responsabilité. Et sur cette base-là, on s'est dit, ces 4 comportements essentiels pour tous, quels sont-ils? Quels sont ceux qu'on retiendrait parmi tous les comportements qu'on a vus? On en a retenu 4. C'est peut-être pas forcément ceux qui sont adaptés à tous, mais pour nous, c'était important de redéfinir ce que c'était que donner du sens. Alors, la crise a été un moment révélateur. Quand on n'a pas en capacité de donner du sens à notre business, à ce qu'on veut faire, à notre travail, les équipes suivent pas. Le deuxième, je ne vous mets pas un ordre, le deuxième, c'est la transversalité et la coopération, et j'insiste en particulier sur la coopération. Véritablement, le fait de casser les silos, travailler complètement en transverse, et je vais prendre juste un exemple, on s'est immédiatement mis ensemble avec mes collègues de l'informatique et de la direction industrielle et des opérations, parce que tout d'un coup, tout reposait sur nous, et là, il y a plus de périmètre qui tienne. On travaille, on échange, on se donne les idées, et donc cette notion de coopération devient clé et essentielle. Et du coup, la confiance. On a été obligé de faire confiance, même ceux qui aimaient contrôler, aimaient vraiment diriger dans le détail, mais ils n'ont pas eu le choix que de donner la main à leurs équipes. En travail à distance, en télétravail, plutôt en travail à distance, on n'a pas le choix. Et finalement, on se rend compte qu'on a des gens responsables, solidaires, exemplaires, et qui ont fait un boulot extraordinaire pour tenir le business hors de l'eau. Et le dernier point, c'est l'innovation et l'agilité. Parce qu'on s'est rendu compte que travail à distance, c'est génial, c'est formidable, mais qu'en même temps, on a toujours ce besoin de contact, d'échange informel. Et c'est ce qu'on a perdu le plus pendant le pire des confinements. Et on s'en dit, mais il faut que l'innovation et l'agilité soient au cœur. Et l'innovation et l'agilité, ça vient aussi de cette rencontre. Donc, in fine, comment équilibrer cette capacité à travailler différemment à distance, en faisant confiance, en redonnant l'autonomie, et en même temps, comment conserver ce lien physique, ce relationnel, cet informel, se croiser dans le couloir, avoir une idée, un échange, etc. Et donc, équilibrer ce travail entre le présentiel et le distanciel. Donc, voilà ce qu'on a travaillé, creusé, appliqué. Et là, on est vraiment en plein déploiement avec une énorme enquête culture sur la culture de notre entreprise qui a réuni plus de 60% des collaborateurs dans les réponses autour de 6 grands thèmes. L'organisation du travail, notre raison d'être, notre orientation business. On est là pourquoi? Le sujet du contrôle, parce que quand on parle de confiance, d'autonomie, etc., le sujet du contrôle se pose, surtout dans une banque ou dans un milieu financier. La capacité d'ouverture au monde, la capacité ce que j'appelle d'approchabilité, c'est un anglicisme, cette capacité d'accueillir ou au contraire d'être suspicieux, et puis notre philosophie managériale, dans ce que je viens d'évoquer. À quoi on donne la priorité? Aux personnes ou au process, aux collaborateurs ou simplement au modèle de travail. Donc,
Ces 6 axes ont été challengés. Il y a eu des réponses. Franchement, moi, j'ai été étonné du fait que plus de 60% des collaborateurs répondent à cette enquête sur les 20 000 collaborateurs. Et du coup, aujourd'hui, on est en plein travail et on se dit, ça va être long. Le temps humain est toujours plus long que le temps business. Et on va travailler sur cette implémentation de ce nouveau modèle managérial sur la base de notre analyse culturelle, mesurer les gaps et se dire, dans chaque pays, dans chaque département, si on veut arriver à cet objectif, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit remettre en cause? Comment on doit retravailler? Quel casting on doit faire évoluer? Quelles compétences on doit insister sur quelles compétences on doit insister? Voilà. Je suis en plein dans ce travail-là aujourd'hui. J'allais dire à l'issue de la crise qui n'est pas terminée, mais on espère pour le pire. Oui, alors on l'espère tous, effectivement. Et donc, si on essaie d'aller un tout petit peu plus loin sur ces actions que vous menez pour déployer cette nouvelle stratégie, cette nouvelle organisation du travail, ces nouveaux modes de leadership, j'imagine que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Quels sont les programmes, quelles sont les actions, peut-être les formations que vous mettez en œuvre pour accompagner les managers dans cette transformation profonde? Vous avez raison de le souligner, ça se fait certainement pas d'un coup de baguette magique, puisque finalement, on a lancé ça quasiment au début de la crise. On a eu cette volonté, ce courage de ne pas abandonner. Vous avez parlé de formation également. On a renforcé complètement le dispositif de formation. Je sais que certaines entreprises ont un peu lâché ce sujet-là. Je pense, à l'époque, j'étais convaincu que ce serait une erreur, qu'il fallait au contraire conserver le lien, complètement bouleverser la formation, quitte à ce qu'elle soit 100% digitale dans un premier temps, à distance, et accélérer sur, typiquement, dans un premier temps de la crise, des sujets sur le bien-être, sur la capacité à prendre du recul, sur la capacité à se ressourcer, sur la capacité à réfléchir. Donc, beaucoup d'approches people care. Puis, dans un deuxième temps, voyant les évolutions de l'organisation du travail, beaucoup travailler sur le modèle hybride. Comment est-ce qu'on travaille à distance? Comment est-ce qu'on gère une équipe à distance? Comment est-ce qu'on se gère à distance aussi, parce que c'est pas du tout une évidence, et on continue. Et puis une troisième étape, puisqu'on l'a vu fortement, même si on y était déjà, encore accélérer sur la double dimension comportementale, tout ce qui est issu de notre modèle de management qu'on veut mettre en place et la gestion de notre culture. Donc beaucoup de travail sur le comportemental. On voit aujourd'hui des approches comportementalistes, sociologiques, les nouvelles approches psychologiques, le nudge, les neurosciences qui ont un vrai impact sur finalement la façon dont on doit aborder le travail, le management, les équipes, les personnes. Et puis de l'autre côté, une accélération extrêmement forte sur toutes les formations technologiques, qu'elles soient digitales. On est déjà une entreprise digitale, mais il faut aller plus loin. L'intelligence artificielle, la gestion des données, la cybersécurité, etc., de la sensibilisation à l'expertise. Donc ça, c'est nos priorités. Après, en termes stratégiques, on s'est ancré sur ce que l'entreprise veut être, très clairement. Pour nous, pour nous, c'est très clairement être au service de nos clients et de nos partenaires et favoriser l'accès à une consommation plus responsable et durable. Ça aussi, la crise nous a fait réfléchir à la notion de responsabilité, de durabilité, d'engagement par rapport au climat, d'inclusion client. Donc, la DRH s'est attachée à refléter dans sa stratégie toutes ces dimensions-là autour de 4 axes majeurs, en tout cas ce qui nous concerne. Un que j'ai déjà évoqué, le travail sur notre culture, puisque nous faisons évoluer la raison d'être autour de la responsabilité, de la durabilité, de quelle façon nous devons travailler, de quelle façon nous devons nous organiser. Donc, tous ces sujets sont très profondément ancrés dans notre culture. Donc, il faut la faire évoluer, bouger. Et puis, 3 axes plus opérationnels. Un que je viens de citer, toute la partie adaptation, anticipation en permanence de nos ressources, donc des compétences, donc de la formation. Et c'est vraiment le lien
au développement du capital humain. Le deuxième axe, c'est, puisque nous vivons dans un monde d'incertitude, en crise, un axe important pour ramener aussi sur des valeurs d'éthique, d'inclusion dans nos actions. C'est hyper important si, comme je le disais tout à l'heure, on veut assurer responsabilité, solidarité, exemplarité, travail en commun. Et puis le dernier axe, c'est toute l'attention portée aux collaborateurs. On a vu les capacités d'investissement, de loyauté, d'autonomie, de responsabilité que les uns et les autres ont pris pendant cette crise. Ça veut dire que l'entreprise, même si on le faisait déjà, a un devoir d'être encore plus attentif à toute l'expérience qu'on va créer pour faire la différence par rapport à la concurrence, bien sûr, mais par rapport aussi à tous les nouveaux modèles de management auxquels les collaborateurs s'attendent, et pas que les jeunes générations, toutes les générations. Et puis dernière question, Frédéric, vous savez que nous sommes particulièrement passionnés de prospective et d'anticipation. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. Est-ce que vous pourriez vous soumettre à l'exercice qui consiste à imaginer ce que serait votre métier de directeur des ressources humaines à l'horizon des 5 prochaines années, disons 2026? Et je me posais beaucoup de questions pendant cette crise sur effectivement l'évolution de ce métier. D'abord, pour moi, ça devrait plus s'appeler ressources humaines, puisque à minima, les ressources, en général, on les exploite et on les use, et je préfère employer le terme de capital. Donc, je préfère parler d'une direction du capital humain. Alors, je sais que parfois en français, ça fait un peu choquant parler de capital, parce qu'on est parfois encore dans une culture marxiso quelque chose. Mais pour moi, un capital, ça se développe. Et en fait, le capital humain, il doit être traité à égalité du capital financier et du capital technologique. Et puis, une deuxième réflexion, il me fait dire que de plus en plus, la direction du capital humain, elle est confrontée à cet antagonisme peut-être, ou paradoxe, qu'il faut à la fois gérer les humains et les machines. Et la crise m'a révélé toute la relation qu'on avait avec la direction de l'informatique. Sans l'informatique, sans les machines, ma politique ressources humaines, elle est déséquilibrée. Et pour le directeur de l'informatique, c'est pareil. Sans la DRH, sa politique techno, elle peut être déséquilibrée si la DRH ne met pas les moyens et n'est pas convaincue que la digitalisation, la technologie est un élément clé du fonctionnement humain aujourd'hui. Et donc, je me disais, une deuxième réflexion, peut-être que c'est la direction du capital humain et des machines, je ne sais pas. Et peut-être que ça a vocation à avoir des DRH beaucoup plus intéressés, passionnés par la technologie. Ce que je suis pas un informaticien, mais je suis passionné par ces modèles-là et ces innovations. Et puis une troisième réflexion, c'est que le DRH, c'est aussi dans un écroulement actuel des institutions, celui qui dans l'entreprise est peut-être le plus vigilant à la dernière institution qui résiste à l'écroulement, c'est-à-dire l'entreprise. Et on voit bien, les gouvernements, les États, les politiques demandent énormément à l'entreprise. Moi, je trouve que cette crise, ça m'a aussi confronté à des demandes sociétales incroyables, énormes. Et je me suis dit, mais est-ce que je suis encore un DRH ou est-ce que je suis finalement le lien entre la société et l'entreprise? Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse, jusqu'où je vais? Voilà, quand on parle d'inclusion, quand on parle de diversité, quand on parle de toutes ces nouvelles approches d'ailleurs qui seraient intéressantes de développer et qui viennent en particulier des universités américaines, peu importe comment on les appelle, le woke, par exemple, qui pose des vraies questions et puis qui pose aussi des vrais dangers pour l'entreprise. Tous les sujets aussi liés au handicap, quel qu'il soit, parce que c'est aussi des nouvelles compétences qu'on n'utilise peut-être pas assez. Tout ce qui porte aussi sur la crise migratoire, les réfugiés, comment on le gère dans ce monde. L'entreprise peut absolument pas
ignorer tous ces faits. La difficulté, c'est jusqu'où on va, jusqu'où je peux intégrer, comment je peux le faire, parce que je pourrais pas tout faire, tout intégrer, tout. Voilà. Et puis à la fin, c'est aussi du business. Donc, comment lier la performance de l'entreprise et tous ces enjeux sociétaux qui frappent de plus en plus fort, parce qu'il n'y a pas de réponse institutionnelle autre que celle de l'entreprise. Ce que vous venez de dire me rappelle le titre du livre de Pascal Demurger, le PDG de la Maïf, qui dit « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou elle ne sera pas ». C'est en effet un écho assez clair à cette vision de l'entreprise. Merci beaucoup, Frédéric Thoral. Merci pour votre temps. Merci beaucoup, Michel.